C'est comme ça.
Alors, hey, santé. Tonton. Bonsoir, il est 19 heures dépassé d'une minute et je vois que on a déjà les habitués qui sont présents pour le live de ce samedi 6 juin 2020. Le thème de ce jour, le bal des hypocrites, a été choisi à dessein parce que on veut essayer de dénoncer certains comportements qui font que, quelles que soient les luttes, les réclamations et toute la colère qu'on peut mettre dans des manifestations pour la justice vis-à-vis de la race noire, on va toujours achoper à des écueils et il faudrait identifier ces comportements des fois hypocrites qui viennent de différentes catégories de gens pour pouvoir les éviter, les combattre et puis les corriger. Donc, le principe d'apéro conversation, on n'oublie pas quelque chose dans un petit verre, soit du vin, de l'eau, tout ce que vous voulez, hein, ça ne nous dérange absolument pas. Et puis, on écoute un peu de musique pour commencer. Je vais attendre, dites-moi si vous êtes prêts. On démarre. D'accord? J'essaie de trouver une musique. Éditorial, 4 minutes message conscient avec votre frère. Aussi avant de voir ce petit. Bétonnat oublié, oh, c'est bétonnat oublié, oh, ok, restez, bien, dis-toi, et tu es gagné, voilà l'option ma peur, que bon le fléau, n'a pas connu ses mitans. La diplomatie ou sénitan atchakwe à l'autre choix couteau 7 béca. Oh my god, beaucoup de temps que ton qualido et ton concours et ton coutier ex maintenant la seule ça vous semble vérité action moudatière papa de c'est quand il t'a parlé pour Miami et soin de job pas que le temps de camé une couple de mille et m'appelait Kaviakwea et les moteurs salaire à mon baignon et la kia ou la tout nous en petit et sauti que me transport la Alors, je vois que Arufa est au vin ce soir. Qu'est-ce que vous buvez? C'est important d'avoir toujours un réconfortant qu'on boit, qu'on aime bien boire parce que on a besoin de ça. Hein? On dit on ne vit qu'une seule fois, mais ce n'est pas vrai. On vit tous les jours, on ne meurt qu'une seule fois. Donc profitez de vos instants. Et alors on démarre ou on attend encore une minute? On va démarrer à E5. Mettez les likes.
Alors, j'espère que vous vous portez bien. On va démarrer tout de suite parce que le sujet est légèrement un peu intense. Intense quand j'ai commencé à travailler sur le sujet et que j'ai lancé le thème, le bal des hypocrites. Disons qu'on m'a reproché un peu de dire pourquoi est-ce qu'on cherche chaque fois des coupables et que les Africains ne sont jamais capables de, de reconnaître leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Et en fait, pour faire une précision, dire le bal des hypocrites, ce n'est pas de dénoncer des gens ou de rendre d'autres personnes coupables. Vous le verrez quand je vais dérouler ce que j'ai préparé pour partager avec vous aujourd'hui. Mais c'est important de dire que certaines personnes vont se fendre dans des postures de pro-noir ou de je soutiens la cause des noirs, je comprends. Mais lorsqu'on va leur poser des questions essentielles, ils diront rien. Ils se contenteront de dire c'est comme ça et parce que ça les arrange, ça conserve un certain nombre de leurs privilèges. Je rappelle que l'objectif de la plateforme Apéro Conversation, c'est de faire de la sensibilisation, faire, disons, un peu de partage, d'éducation aussi, de réflexion sur des divers sujets qui touchent notre vie de tous les jours. La vision, c'est que nous soyons libres. La liberté, c'est d'être soi-même, sans devoir requérir la permission de quelqu'un d'autre. Et parfois, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Nous ne sommes pas libres de nous-mêmes. C'est-à-dire que on a des choses à faire, on a des actions à mener, des prises de position, des prises de parole à faire, mais on va s'empêcher soi-même d'évoluer et d'avancer. Le thème du jour s'inscrit dans les différentes actions de dénonciation des différentes formes d'injustice vis-à-vis de la race noire. Ces discriminations, ces oppressions que nous subissons juste à cause de la couleur de notre peau qu'on n'a pas choisie. N'en déplaise à tous ceux qui se dépigmentent la peau parce que vous aurez beau vous dépigmenter la peau, vous n'arriverez pas à enlever le fait que vous êtes noir et que vous êtes considéré comme tel et vous subirez la discrimination, peu importe l'efficacité de votre dépigmentation. Ce rejet de la peau noire n'est pas seulement devenu un réflexe de la part des Occidentaux, nous l'avons intégré nous-mêmes. Nous l'avons intégré nous-mêmes, nous, Africains, parce qu'on va avoir une préférence particulière pour quelqu'un qui a une peau plus claire. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami de longue date qui est arrivé ici à Montréal et quand je suis allé le voir pour la première fois, il me dit « Ah, il paraît que votre hiver est très rude. Moi, j'ai hâte d'avoir cet hiver-là. Comme ça, je vais retrouver ma peau claire. » Alors que le gars a toujours été tout aussi noir que moi, sinon plus. Mais quelle peau claire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour vous dire la posture dans laquelle on va se retrouver juste parce qu'on essaie d'être moins noir qu'on ne l'est en vérité. Les situations de rejet de la peau noire sont une structuration très profonde et très ancienne. Je reçois des appels alors que je suis en live et je suis désolé. Ça remonte à des siècles, cette structuration du rejet de la peau noire. Mais parce que ça a commencé il y a longtemps. On a considéré que les noirs étaient des animaux, n'avaient pas d'âme, donc les noirs n'étaient pas des hommes. Donc tout ce qui était noir était sombre avec tout ce qui a accompagné. Et cette institutionnalisation du rejet de la peau noire a créé des tragédies dont on a même cherché à atténuer l'impact. Aujourd'hui, on n'est pas capable de donner un chiffre réel de combien de morts on a eu dans la traite négrière. On n'est pas capable d'avoir un chiffre absolu, véridique, de combien de gens sont morts pendant l'esclavage ou les différents types d'esclavage que nous avons connus en Afrique et essentiellement la traite négrière. Et malheureusement, le rejet de la peau noire qu'on a dénoncé dans les années en 1748 avec, disons, l'abolition cosmétique de Victor Schœlcher le 27 avril 1748,
ou 1848, je pense que c'est 1848, cette abolition cosmétique de l'esclavage n'aura pas changé en fait la chose parce que l'abolition de l'esclavage pardon, a mué dans des formes de discrimination quand même, mais qui ont pris différents noms au fil des années. On a connu l'apartheid, on a connu la ségrégation raciale aux États-Unis, l'apartheid donc en Afrique du Sud, à Namibie et tout ça. Et ces différentes formes de rejet de la peau noire, de discrimination de la personne noire, vont prendre différents noms, mais vont garder quand même la même acuité et vont avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire la souffrance, la pauvreté pour les Noirs et des fois la mort, comme on a connu récemment aux États-Unis. Disons que depuis quelques interventions sur cette page, nous avons essayé, tant bien que mal, de lever le voile sur ces éléments mensongers ou peut-être mal interprétés qui rendent la vie dure aux hommes noirs. L'appropriation erronée qu'on a de certaines fausses idées et non seulement c'est contre-productif pour nous-mêmes, mais ça nous éloigne certainement d'une appropriation de notre propre réalité de vie. Mais on va l'accepter, on va l'intégrer, on va s'approprier ces faussetés, ces faux mensonges, enfin ces mensonges, je dirais même pas faux mensonges, ces mensonges, on va tellement les défendre et tellement se les approprier que ça nous nuit à nous-mêmes de prime abord. En partageant ici, disons, ce que je comprends moi dans mes questionnements méditatifs, quand je suis là et que je pose des questions, je fais pas mal de recherches pour comprendre, je peux essayer de creuser un sujet parce que j'ai envie de comprendre pourquoi. Je me donne la latitude d'aller voir des avis controversés qui ne sont peut-être pas dans la doxa populaire ou dans l'entendement, disons, conformiste qu'on peut avoir sur le sujet. Je vais aller chercher d'autres versions, des versions de critiques. Je vais écouter ceux qui défendent l'opposition des idées qui sont les plus communément admises pour pouvoir me faire moi-même une opinion. Ce qui va me permettre, moi, après, de rassembler toutes ces opinions-là et des fois venir ici pour partager mon avis sur les sujets. Ce que j'essaie de faire, c'est de nous aider tous ensemble à corriger ces fausses interprétations parce que ce sont des chaînes que nous avons aux mains. Des chaînes, c'est un emprisonnement permanent. Le dernier samedi dernier, le thème c'était le mensonge dans la peau. C'est essentiellement le mensonge dans la peau du noir. L'homme noir a tellement intégré des mensonges, a tellement fait sienne ces fausses interprétations et ces tripatouillages de l'histoire de l'univers que malheureusement c'est lui qui en souffre le plus, mais il a tellement intégré qu'il a du mal à s'en défaire. Donc, si je partage ici que vous êtes des fois nombreux à écouter, que vous partagez la vidéo, que vous partagez le live, que vous le partagez dans les groupes, que vous mettez des cœurs et que ça vous fait plaisir, je pense que progressivement, avec le concours d'autres personnes qui aussi essaient de sensibiliser de différentes façons, on va être plus nombreux à nous rapprocher de la vérité. Et je sais que dans la transmission que nous ferons pour nos frères, nos sœurs, dans la transmission que nous ferons pour nos enfants, on va commencer progressivement à corriger la courbe de souffrance et de pauvreté que nous avons dans nos vies. Alors, ce soir, pardon, je vais boire un peu. Ce soir, je vais certainement choquer beaucoup de gens. Et si vous êtes fâchés, je suis désolé, mais je croise les doigts que ça va vous passer et que ce n'est pas grave. Je veux parler de tous les hypocrites, anti-émancipation de la race noire, tous ces gens qui vont profiter aussi d'une certaine situation, qui vont dire hey, les noirs, et ceci et cela et tout, ou soit des gens qui vont croire qu'ils font quelque chose de bien dans l'idée d'émancipation de la race noire, mais au contraire vont nous tirer à nous tous des balles dans le pied. Il est important de les identifier
identifier ces formes d'hypocrisie, pour les corriger, pour demander à ce qu'on les corrige, justement, parce que plus on va enlever les pierres d'achoppement sur notre chemin, plus le process va aller et va rapidement réussir. Ces gens ou ces formes d'hypocrisie sont nombreuses et si nous n'avançons pas, c'est justement parce que nous continuons de les intégrer dans le processus. Alors, numéro 1. On dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et les premiers à tout faire, les premiers à faire tout et n'importe quoi pour empêcher les Noirs d'avancer, ce sont les Noirs eux-mêmes. Numéro 1 et les plus importants, ce sont les Noirs eux-mêmes. On va aller à différents points pour expliquer pourquoi est-ce que je dis que nous sommes nous-mêmes la première cause ou les premiers responsables de ce qui nous arrive. Il y a le cercle vicieux de la division. Ça, c'est le point A. Cercle vicieux de la division. Les Africains sont les premiers à identifier les différences entre une ethnie, entre une tribu, une famille, un peuple, une nationalité, et ceci et cela. Les Africains sont les premiers à tout faire pour que règne la division. On va toujours dire dans un pays, je vais donner un exemple, le plus petit pays de l'Afrique de l'Ouest, je pense que ça doit être le Togo, ou le deuxième plus petit. On est 56 600 km², mais je ne peux pas vous dire combien de divisions il y a d'un territoire à l'autre, d'un quartier à l'autre. Nous sommes les champions de la division. Nous sommes les premiers à agir contre la solidarité et à être jaloux et envieux de nous-mêmes. On ne peut pas construire de lutte commune s'il y a autant de morcellement de nos forces. On ne peut pas vouloir, se battre contre une situation commune que nous partageons nous tous si nous exacerbons autant les divisions. Mais le problème, c'est que l'hospitalité, l'humanité, la solidarité font partie de nos valeurs. Mais il s'est avéré que quand le colon est arrivé et qu'il a commencé à observer les différences de coutumes ici et là, il a commencé à distinguer tel de l'autre, tel de l'autre. Et ça a été la construction qui, quand on a rassemblé les territoires, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que nous étions plusieurs ethnies, mais nous avions nos territoires. Mais quand le blanc est venu occuper, il a mis dans un ensemble voulu uniforme plusieurs différentes coutumes et peut-être différentes tribus. Ce qui a fait que malheureusement, sur un territoire fermé géographiquement, vont se retrouver des gens qui auparavant étaient des peuples voisins, vont se retrouver à être un seul peuple. Et c'est ce filon de division qui va être exploité au fur et à mesure et que nous-mêmes, nous continuons d'exploiter souvent, alors que malheureusement, on ne devrait pas. Pourquoi je dis ça? Dans chaque État africain, ou dans chaque État africain essentiellement, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va dire « Ah, le chef de l'État est de telle région, tel ministre est de telle région et ceci. » Ce n'est pas ce qu'on observe dans les autres pays, où les gens ne vont pas aller chercher à remarquer ce qui distingue de l'autre, mais va se dire que nous sommes ensemble unis pour une cause commune, c'est le vivre ensemble et on va travailler fort pour que ça puisse être chose faite. Mais nous, on va dire tel est de telle religion, tel est de tel quartier, tel est de telle coutume, c'est différent de nous, moi je suis plus que celui-ci et cela, etc. Donc tel est Balmieleke, tel est Bantou, celui-ci est Kabyais, celui-ci est Guin, Bété, Dioula, Malinké, Soussou, Peul, etc., etc. C'est seulement en Afrique que vous allez avoir ces distinctions qui sont la forme primaire de division qui nous empêche de nous unir. À quoi cela nous sert-il?
d'identifier ces divisions si ce n'est pas pour nous affaiblir davantage vis-à-vis d'un problème que nous partageons nous tous. Chacun veut exister de façon distincte de l'autre, et ce, jusque dans la même famille. Dans la même famille, il va y avoir les enfants de tel ou les enfants ou le frère de tel qui seront différents de celui-ci et cela. On est tout le temps là en train de vouloir grossir les traits de ce qui nous distingue l'un de l'autre, alors que pour ceux qui nous oppressent, nous ne sommes rien d'autre que des noirs, sinon que des animaux, et c'est malheureux. Le génocide rwandais, on a appris que la différence entre les Hutus et les Tutsis a été déterminée par le blanc, parce qu'il y en a qui étaient sédentaires, d'autres qui étaient nomades avec des animaux qu'ils amenaient paître. Le colon va distinguer le Hutu du Tutsi et va les opposer, et ça a créé un génocide dont les enseignements doivent nous servir à nous tous. Malheureusement, malgré ce qui s'est passé au Rwanda, vous allez avoir généralement dans la plupart des pays africains toujours deux ethnies qui s'opposent. Les Dioula, les Bété, les Guins, les Kabyais, les Ci, les Ça, etc. Donc, ça c'est le premier point, la division. Le second point, le point B, c'est l'acculturation et le rejet identitaire comme mode de vie. Dans quelle langue? De quelle façon? Combien de fois faudra-t-il répéter que nous avons l'impératif devoir de retourner à nos sources pour nous retrouver afin de nous épanouir? De grâce, je pose cette question, disons même à genoux. Dans quelle langue? De quelle façon? Et combien de fois il faudra répéter que nous, Africains, nous, Noirs, nous avons l'impératif devoir de retourner à nos sources pour nous retrouver afin de nous épanouir. Les Noirs sont les premiers à défendre avec plus de force que nécessaire les éléments identitaires et culturels d'une autre race. Les premiers à défendre avec plus de force que nécessaire les éléments identitaires et culturels d'une autre race. Et ce faisant, ils vont dénigrer avec la même intensité, la même force, tout ce qui est de leur identité. Je ne vous dis pas pour des cérémonies où on nous oblige, où nous nous obligeons à porter des costumes cravates, et quand l'autre va arriver avec une tenue traditionnelle, on va trouver que celui qui arrive avec la tenue traditionnelle, il est complètement villageois, il n'est pas au point, il n'a pas respecté le cadre, et ceci et cela. On va trouver que tout ce qui est culturel et qui est de chez nous, c'est mauvais, c'est pas bon, ça ne nous honore pas, c'est pas moderne, c'est pas ceci, c'est pas ça. Et le fait est que cette identité-là qui nous correspond, que nos ancêtres ont développée à l'observation de leur environnement et à l'expérience sur les territoires qu'ils occupaient, et qui ont fait la force et la valeur de nos peuples pendant des siècles et des siècles, parce que quelqu'un d'autre, un envahisseur, est venu nous dire que c'est pas moderne, que c'est mauvais, que ce n'est pas assez civilisé, pas branché. Je peux comprendre que en ce moment-là, il y avait le fusil, la Bible, la force, le fouet et tout ça. Mais il y a tellement de gens qui en parlent depuis des années et des années de ce retour nécessaire à nos sources pour reconstituer l'égrégore de l'Afrique. Mais on continue toujours de dire non, ce n'est pas vrai, on veut aller vers le modernisme et cela. Observons un peu ce qui se passe dans les autres pays qui ont été colonisés. Le Japon a été colonisé, mais la culture japonaise et les traditions japonaises sont toujours d'actualité. La Chine a été colonisée, mais la Chine a gardé ses valeurs traditionnelles, ses religions et ses pratiques. L'Inde a été colonisée et l'Inde a conservé
ses valeurs traditionnelles, etc. Les peuples amérindiens de l'Amérique, du continent américain, ont été envahis, parqués même dans des ghettos, dans des réserves, mais ils ont conservé leurs traditions et leurs valeurs traditionnelles. Et les Africains vont dire que ce qui les représente, ce qui les distingue, ce qui fait leur identité n'est pas assez civilisé. Il faut s'approprier ce qui est de l'autre, ce qui nous a été imposé par la force contre notre gré et ce qui nous maintient dans une relation ombilicale, dans une relation de dépendance vis-à-vis de ces envahisseurs-là. Et on continue, comment on appelle ça? On continue à aller chercher, à relever ce défi de ressembler le plus possible à l'envahisseur parce que nous avons été colonisés. Alors, certes, la colonisation se fait sur plusieurs plans. D'abord, l'occupation du territoire, la détermination d'une organisation de la société qui n'était pas la même avant, mais qui va être la copie conforme de ce qui se fait dans le pays du colon. Certes, on comprend tout ça. Mais, quand on arrive à un moment donné où on se dit, on veut l'indépendance, parce que quand on s'est battu pour avoir l'indépendance, on ne l'a pas véritablement obtenue. Maintenant, aujourd'hui, on veut une dépendance qui est complètement culturelle, identitaire. On veut être distinct de l'Europe qui nous a colonisés pour exister nous-mêmes en tant que force, en tant que continent, en tant que pays. Mais on va continuer quand même à copier le blanc. Écoutez, je vous dis ça, je suis le premier à me comporter pire qu'un blanc. Et je sais que c'est l'homme peut commenter parce que à chaque fois, il se moque de moi. Mais c'est parce que nous avons été éduqués comme ça. C'est parce que nous nous sommes portés vis-à-vis de... On a considéré tout ce qui était européen, occidental comme étant le modèle à atteindre. Et nous avons nos regards tournés vers là, à telle enseigne que plus on se rapproche de l'ancien colonisateur, plus on a l'impression de monter en grade dans ce qu'on appelle la civilisation. Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent et le disent. Et ces voix s'élèvent et le disent tellement qu'il est temps qu'on réfléchisse et qu'on se dise, cette acculturation et ce rejet de notre identité, 1, ne nous honore pas, 2, ne nous avantage pas, et 3, est un gros frein à notre émancipation. Alors, pour vous dire, l'autre exemple pour terminer sur ce point de l'acculturation, les Américains, ce sont des Européens, c'était des Anglais. Les Canadiens, c'était des Anglais, les Québécois, c'est des Français. Mais eux, parce qu'ils se sont distingués de la métropole, c'est-à-dire du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de la France, ils ont développé leur identité propre qui est distincte. Le Québec, c'est des Français, mais c'est la culture et la tradition québécoise. Les Canadiens, c'est des Anglais, eux encore sont liés avec la reine d'Angleterre, mais c'est des Canadiens, c'est pas des Britanniques. Les Australiens, pareil, les Américains encore plus. Les Américains, eux, ils ont développé leur propre identité, leur propre culture, leur propre tradition, même si initialement, c'était des Européens, des Anglais qui sont venus s'installer sur le continent américain. Ils ont quand même développé leur truc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche à tout ce qui est... Plus c'est blanc, plus c'est français pour les francophones africains, plus on a l'impression qu'on est en train de monter en grade. Et c'est dommage. Le point C, qui détermine la responsabilité africaine vis-à-vis des freins de notre émancipation, c'est nos gouvernants impuissants et complices. On a vu la division comme mode de fonctionnement, l'acculturation aussi comme mode de vie. On va parler maintenant de ces gouvernants impuissants et complices. L'exemple le plus récent que je peux vous donner aujourd'hui, c'est le président malien Karim Keïta qui relaie une information de Radio France Internationale avec le titre, l'information de Radio France Internationale disait la France annonce la mort du chef d'AQMI tué au Mali. Et Karim Keïta, président, qui est en position au Mali, président du Mali en ce moment, va écrire un post sur Facebook, vous pouvez aller vérifier. Félicitations, 3 points de suspension, 3 points d'exclamation
hashtag état-major FR, état-major français, hashtag forces armées maliennes, il oublie de mettre ça malienne, et puis hashtag Mali. Mais rien ne va dans cette publication. Rien, absolument rien ne va dans cette publication pour un compte officiel d'un chef d'État, d'un État souverain. Rien. La question c'est... il y a plusieurs questions même qu'on peut poser quand on regarde un truc comme ça. Non seulement c'est flagrant de domination, mais c'est flagrant de complicité active du chef de l'État qui va partager une information comme ça. C'est à la limite, faites un communiqué. On sait tous que c'est la France qui dit avoir fait ci, fait ça, vous avez été informé. Comment tu relais en tant que chef de l'État sur ton compte officiel une information d'une radio française? Tu aurais pu faire simplement un communiqué de la présidence disant qu'aujourd'hui, en date de les armées françaises, avec l'appui de l'armée malienne, on fait ci, on fait ça et on a pu tuer tel machin. Approprie-toi l'information pour être dans la place que tu occupes, c'est-à-dire chef d'État du Mali. Non, il relaie juste l'information de RFI et puis il fait des hashtags pour faire joli. Je suis Charlie, ils sont tous allés défiler. Bref, moi ma question c'est, le gars qui a été prétendument tué par la France, est-ce qu'il est malien? On se pose la question. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il faisait au Mali? Où est-ce qu'il trouvait les armes? Et l'article de RFI dit qu'on n'a pas confirmé que c'est son ADN. On n'a pas confirmé que c'était vraiment lui parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Mais on dit, la France a déclaré, l'état-major français a déclaré qu'ils l'ont tué. Et eux-mêmes, dans l'article, ils n'ont même pas cité l'appui de l'armée malienne. Dans l'article de RFI, l'armée malienne n'a pas été impliquée dans l'assassinat soi-disant de ce garde de l'État islamique au Maghreb. Alors, l'impuissance des gouvernants loge dans la division intrinsèque de l'Afrique. Cette impuissance-là que nous avons aujourd'hui à tous les chefs d'État qui se succèdent d'ailleurs, parce que à un moment donné, on disait que, comment il s'appelle, j'oublie son nom, l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, je crois. On disait qu'Abdoulaye Wade était contre les Français, était ci, était ça, alors qu'il était du Parti Socialiste. Ensuite, on a mis Macky Sall, après on l'a insulté qu'il était à la botte de l'Élysée, et ainsi de suite. De toutes les façons, tous ces chefs d'État qui se succèdent vont toujours être dans ce même schéma de dépendance vis-à-vis de la France. Et quand je dis vis-à-vis de la France, c'est même pas de l'Élysée, c'est du Quai d'Orsay. C'est-à-dire il y a des assistants au ministère des Affaires étrangères de la France qui vont piloter ces chefs d'État-là pour le compte de la France. Mais, comme je le dis, cette impuissance est intrinsèque dans la division même de l'Afrique parce que, comment pouvez-vous imaginer, par exemple, que Nicolas Grunitzky, deuxième président du Togo indépendant, va participer, en tout cas va être complice de l'assassinat de son propre beau-frère, le mari de sa sœur. Et il va, même si on ne peut pas prouver qu'il était complice, il n'aurait pas dû accepter le pouvoir qui lui a été donné. On va tuer ton beau-frère et toi tu récupères le pouvoir après l'assassinat de ton beau-frère. Il est complice. Il est complice. Comment pouvez-vous imaginer que Blaise Compaoré va assassiner Thomas Sankara, qui est son frère d'armes, son ami, son confident, et avec qui il était toujours derrière lui? Et je ne vous parle pas de tous les assassinats qui ont succédé à nos indépendances et qui ont toujours été le fait de gens africains eux-mêmes, proches des présidents ou des gens qui se sont battus pour l'indépendance et qui les ont assassinés pour pouvoir occuper leur place et servir de façon plus, disons, plus obéissante à la France. La liste peut s'allonger de ces Africains-là qui ont perpétré des coups ou qui ont fait des trahisons de leur propre continent, de leurs propres frères, de leur propre pays pour des intérêts d'un autre pays, c'est-à-dire à la France. Ce qui va arriver, c'est que quand ils vont faire ces trahisons-là pour prendre la place de ceux qu'ils ont fait assassiner ou écarter du pouvoir, ce qui va arriver, c'est que eux, ils vont craindre que d'autres personnes derrière eux, à côté d'eux, vont les trahir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mieux servir la France, ils vont être plus obéissants vis-à-vis de la France pour éviter que la France utilise d'autres personnes à côté d'eux, dans leur dos,
pour les écarter. Et ça, on va parler de réel politique, on va parler de réalisme politique ou peu importe, mais c'est quand même dommage que les Africains ne peuvent pas compter, c'est-à-dire quand même dommage que les Africains ne puissent pas compter véritablement sur leurs propres frères autour d'eux et que dans la crainte de cette division-là que nous cultivons nous-mêmes, on va préférer avoir un bourreau extérieur, nous soumettre à un bourreau extérieur que de nous entendre nous-mêmes sur nos propres territoires. De cette impuissance choisie, pour demeurer dans l'escarcelle française, naîtra une complicité active parce que maintenant qu'ils ne peuvent plus gouverner pour leur peuple, parce qu'ils répondent aux desiderata de la France, ces gouvernants-là vont gouverner pour eux-mêmes, pour leurs poches, pour leur famille, pour leurs proches, parce que de toutes les façons, quoi qu'ils fassent, il faudrait que la France décide. C'est la France qui décide ce qu'on cultive. C'est la France qui va décider de ce qu'on exporte. C'est la France qui va décider de quel est le programme qu'on met dans nos écoles. Et ces chefs d'État, ces gouvernants-là, vont accepter cela tranquillement, de façon très obéissante, parce qu'ils ne gouvernent pas pour leur peuple, ils gouvernent. Ce sont des préfets de la France. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre de l'argent dans la poche. C'est vrai que on le dit, on en parle. Moi-même, je me suis posé la question plusieurs fois. Et j'ai dit, effectivement, c'est peut-être difficile pour un chef d'État tout seul de s'opposer à la France parce que de toutes les façons, dès qu'ils le font, ils sont écartés. Thomas Sankara l'a dit, je veux bien ne pas payer la dette. Mais si je paie la dette coloniale que la France me réclame, ils vont, et que si je ne refuse de la payer, cette dette coloniale, ils vont m'assassiner. Il l'a dit devant les autres chefs d'État africains qui ont rigolé. Sylvanus Olympio a payé la dette coloniale. Il a quand même été assassiné. Sankara dit, je veux qu'ensemble, on soit unis et qu'on refuse de payer ce qu'ils appellent la dette coloniale parce que c'est quoi les infrastructures qu'ils nous demandent de rembourser? Est-ce que nous, on leur demande de nous rétrocéder toutes les ressources qu'ils nous ont pillées pendant les temps de colonisation? Tous nos frères qui sont partis mourir à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre mondiale pour leur propre conflit sur leur territoire en Europe là-bas, est-ce qu'on leur a demandé de nous rétrocéder quelque chose par rapport à ça? Non. Mais eux, ils ont dit, on a conçu des chemins de fer, on a mis en place des infrastructures pour exploiter votre pays, mais comme ça va rester et que vous allez l'utiliser pour vos propres, vous devez nous rembourser. Thomas Sankara dit, je ne peux pas refuser seul de payer cette dette. Aidez-moi, soyez avec moi, refusons de la payer. Il va être assassiné par Blaise Compaoré et la dette là, on la paie encore aujourd'hui. Et moi, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de changer ça? Ok. Parce que si un chef d'État se lève comme Gbagbo l'a fait pour dire la France m'a obligé à faire ci, je ne suis pas d'accord, il y a tel candidat de la France, aidez-moi, machin, on lui a fait la guerre jusqu'à on est parti le chercher, Manu Militari, dans la présidence et le procès a duré de longues années. Il a été relaxé encore avec des conditions la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais les chefs d'État ne peuvent pas. Ok. Mais tu arrives, tu gouvernes, tu vois ton peuple est en train de souffrir. Au lieu d'acheter des véhicules qui coûtent des milliards, au lieu d'acheter des costumes qui sont capables de construire des centres de soins, au lieu d'acheter des chaussures que tu vas mettre au pied pour faire joli, je ne sais pas quoi, alors que cette seule paire de chaussures peut construire des bancs dans les villages de ton pays, come on, fais-le. Arrêtez de rouler dans des Mercedes, dans des Maybach, de porter des Berluti, de je ne sais pas quoi, et construisez des écoles et des centres de soins. Au moins ça, la France ne vous empêche pas de le faire. Si la France vous oblige à cultiver le cacao parce que le petit Français doit boire son chocolat, si la France vous empêche de vendre le phosphate ou l'or ou le bauxite, je ne sais pas quoi, au prix coûtant, parce que c'est eux qui décident de ça, mais de grâce, l'argent qui va rester, pourquoi vous mettez dans vos poches? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'utiliser ça pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça? Pourquoi? Et les gens vont souffrir, les gens vont mourir pendant que vous êtes là à servir l'oppresseur et vous êtes là à porter des costumes parce que c'est ce que vous avez décidé sans aucune honte. Ces gouvernants impuissants et complices
qui tue le continent africain et tue des vies à cause de cette complicité active. Le cordon ombilical est la malheureuse relation que nous avons développée avec l'oppresseur, parce que avec toute cette division et avec toutes ces malversations là qu'il y a à la tête de nos États africains, ne s'arrête pas seulement au niveau des pouvoirs. Ça va se généraliser dans l'élite africaine. Et c'est le point D de l'implication des Noirs eux-mêmes dans leurs propres problèmes. La corruption de l'élite africaine. Le dictionnaire Robert définit le mot élite par ensemble des personnes les meilleures, les plus remarquables d'un groupe et d'une communauté. Ensemble des personnes les meilleures, les plus remarquables d'un groupe, d'une communauté. Je vous invite à observer une minute de silence pour cette définition qui est morte en Afrique et dans les communautés noires depuis longtemps. Quand on parle d'élite en Afrique et dans les communautés noires, ce n'est presque jamais l'ensemble des personnes, les meilleures personnes et les personnes les plus remarquables de leur communauté. Il nous faudrait faire le deuil de ce terme-là en Afrique. Au lendemain des indépendances et des assassinats des leaders éclairés qui avaient des ambitions réelles pour leur nation, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé l'érection d'une classe médiocre, d'une classe sociale médiocre, qui s'est maintenue par la force des armes et la barbarie à l'encontre de leur propre nation, de leurs propres concitoyens. Ceux qui se sont battus pour dire chaque peuple, selon ce que la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies avaient déclaré, a le droit de son autodétermination. Il faut décoloniser l'Afrique. Des mouvements se sont levés, des étudiants qui étaient en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout, ont constitué des groupes pour dire libérer l'Afrique du joug de la colonisation. Et ces gens-là, quand ils sont rentrés, qui se sont battus, ceux qui ont voulu se soustraire de l'influence de la France ont été assassinés. On les a remplacés par des gens médiocres, qui ont érigé donc leur classe sociale comme ça et se sont imposés par la force des armes et la barbarie pour tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. La loi du plus fort, la loi de la jungle, a commencé à prévaloir. Déjà, les oppresseurs, les occidentaux nous prenaient pour des animaux. Colbert a dit, ces noirs-là, ils n'ont la couleur de peau, là, c'est pas des hommes, ils n'ont pas d'âme, c'est des animaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, on a remboursé des gens parce qu'on les a spoliés de leurs biens. Nous étions les biens des esclavagistes. Et donc, après la colonisation, la décolonisation, qu'est-ce qu'on a instauré? La France a participé à instaurer la loi du plus fort comme dans la jungle. Ils ont aidé savamment, je dirais pas sauvagement, ils ont aidé savamment des gens médiocres avec des armes et de la force à faire régner la loi du plus fort dans nos nations. Et ces patrons de la jungle qui sont arrivés au pouvoir au lendemain des assassinats et des fausses indépendances dans nos pays africains, pour pouvoir être légitimes dans leur tête, ils vont s'entourer des gens plus cancres qu'eux encore, qui sont tout aussi médiocres et qui diront oui à toute leur folie et qui vont s'illustrer exclusivement dans les louanges et les propos laudateurs à leur gloire,
ils sont rois, ils sont nés rois, ils sont dieux sur terre, ils sont ceci, ils sont cela. Parce que ces médiocres-là savent qu'eux aussi ne sont pas capables de remplir la fonction qu'on leur a confiée. Et qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Ben, ils vont se maintenir à force de louanges et d'animation des patrons de la jungle. Malheureusement, vont venir s'ajouter à ces cancres et à ces médiocres des intellectuels quand même, c'est-à-dire des gens qui quand même sont rentrés avec des diplômes, avec des ci et des ça, qui vont peut-être partir avec un rêve, s'intégrer dans l'administration pour apporter ce qu'ils ont appris, mais dans ce bain, là, dans ce marécage de gens médiocres, il va y avoir rien d'autre que la corruption et donc ou la mort. La corruption ou la mort. Ces intellectuels, par crainte ou par cupidité, vont eux aussi rentrer dans la danse, dans les propos laudateurs, dans les louanges du patron de la jungle ou des patrons de la jungle. Par calcul, ils vont donc se corrompre avec le pouvoir. Ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils devaient se corrompre ou mourir, et le schéma était simple. De toutes les façons, il n'y avait rien à faire, puisque c'est la France qui décidait de tout. Ok? Mais la médiocrité est un virus qui se propage. C'est un vocabulaire qui sied à la situation actuelle. La médiocrité étant un virus qui se propage, ce virus va faire des petits, va faire des alliances et se pérenniser au point de devenir la norme. Être médiocre dans plusieurs pays africains où il n'y a pas d'élite, c'est la norme. Si tu fais bien, tu es indexé, on t'en veut à mort, on t'écarte, on ne veut plus te voir, on te demande qu'est-ce que tu veux nous montrer, tu te prends pour qui? Et eux, entre eux médiocres, vont rester là, vont profiter des opportunités et de toutes les chances que l'État ou la nation peut offrir au détriment des autres qui veulent améliorer le process, qui veulent participer, s'impliquer. Pour participer ensemble au développement de la nation, on va les écarter parce qu'ils ne se conforment pas. Donc ceux qui, par cupidité ou par crainte de devoir partir ou devoir mourir, vont aller jouer le jeu et vont aller s'agenouiller devant les patrons de la jungle, vont être dans des considérations comme tout le monde le fait là, pour pouvoir aller prendre des marchés. Je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle un charmant monsieur qui est professeur d'université, dont on parle souvent même dans les journaux, on était en réunion avec le chef de l'État du Togo. Et avant ça, on était dans des commissions pour travailler, pour préparer un plan pour la campagne électorale qui arrivait. Donc, moi j'étais là avec comment on appelle ça, les sondages, avec les estimations, les questions qui vont venir, qu'est-ce qu'on veut proposer, comment est-ce qu'on va aller, non seulement renforcer le bilan qui a été fait, aller relever les points essentiels, des choses qui ont été faites que les gens vont pouvoir apprécier, parce que il arrive aussi que souvent il y a des choses qui se font, mais la communication, l'information ne passe pas, puisque les médias sont remplis de louanges. On ne dit même pas comme il faut ce qui est fait, ce qui est bien fait, malheureusement. Et donc, on était donc dans cette commission-là, et puis moi j'étais là à dire non, il y a tel sondage qui dit que ce que les Togolais attendent, c'est ça, c'est ceci et cela. On va me dire non, 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 parce qu'il y avait déjà un schéma qui était préétabli. De toute façon, moi, on m'a demandé de venir à la dernière minute. Alors après, quand le président nous reçoit pour nous parler, le président se dit, mais vous êtes trop restés dans vos bureaux climatisés, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dehors, il faut absolument que vous sortiez, que vous allez toucher le Togo profond. Et j'étais là, j'ai fait wow. Donc le monsieur il connaît ce dont il est en train de parler, et il nous a dit clairement que tout ce que vous m'avez ramené là, vos chiffres et machin, c'est bon pour RFI. Mais ce n'est pas bon pour le gars là qui est dans le village que je veux aller rencontrer pour lui parler de ce que je veux faire pour lui, pour mon mandat. Et que ce que vous m'avez donné comme document là, ça c'est bon pour RFI, Africa 24, mais que vous n'êtes pas au fait de la situation. Et là, quelqu'un d'autre s'est rendu compte que il a dit au président, il y avait quelqu'un, sans dire mon nom, dans leur groupe, qui a vraiment voulu qu'on aille dans le sens que vous parlez, mais qui n'ont pas voulu, parce que pour eux, il fallait mettre en avant les grandes réalisations et tout ça, etc., etc. Et là, moi, je profite pour prendre la parole pour dire au chef de l'État qu'il y a des sondages qui ont été faits
et que selon ces sondages-là, voilà les 10 points les 10 points principaux que la population togolaise attend de l'État. Et par rapport à ces 10 points, moi je suis en train de travailler sur une série de mesures à mettre en œuvre pour répondre à ces points-là. Et c'est là que le charmant monsieur professeur d'université me coupa la parole et il dit que, monsieur le président, il n'y a rien d'autre pour gagner une élection qu'un t-shirt et un billet de 2000 francs CFA. Vous imaginez ma surprise de savoir que ce monsieur est cité parmi des intellectuels dans notre pays et que quand le président même abonde dans un sens constructif, lui, professeur d'université, va le ramener à la pratique de t-shirts et de billets de 2000 francs CFA. De toutes les façons, à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais revu le président. Je n'ai plus jamais participé à quoi que ce soit. Et c'est comme ça que j'ai été écarté. Et puis après, je me suis retrouvé au Canada. Ça, c'est soit dit en passant. Je dis ça aujourd'hui parce que de toutes les façons, il y a prescription. Je ne donnerai pas son nom. Mais vous pouvez imaginer qui ça peut être. Ça vous regarde. Et je dis ça aujourd'hui parce que je veux vous montrer combien est-ce que la corruption des élites est palpable. Combien est-ce que la corruption des gens soi-disant intellectuels vont empêcher les pays d'avancer. C'est le gars qu'on dit qu'il est dictateur, qu'il est quand, qu'il est ci, qu'il est ça. Il nous reproche à nous d'être trop dans les bureaux climatisés, de ne pas connaître le Togo profond. Sauf que pour ces autres employés qui ne connaissaient pas le Togo profond, moi je connaissais le Togo profond parce que je viens de là. Et je suis toujours très attaché au Togo profond. Je sais d'où est-ce que j'ai commencé jusqu'à arriver à ce jour-là, à cette réunion-là. Donc moi j'étais là et je disais voilà ce qu'il faut faire, il faut arrêter. Et puis moi, je suis un spécialiste de la communication. La communication qui s'adresse à un public, je peux distinguer ceci et cela. Donc moi je l'ai dit et comme on dit que je suis impoli, je n'ai peur de rien, je dis les choses telles que je les pense. Et c'est le professeur d'université là qui va dire non, un t-shirt et un billet de 2000 francs, il n'y a rien d'autre qui marche pour les campagnes, malheureusement. Cette corruption de l'opposition, de l'élite est partout. Elle est dans le pouvoir, dans l'opposition, dans la société civile. La société civile, c'est pire. J'ai appris que des jeunes ont lancé une application, on est en train de les menacer. Il y a une application pour faire des consultations gratuites ou en tout cas des consultations via téléphone. On est en train de les menacer dans le corps médical pour les empêcher de mettre en place cette application alors que ça se fait au Bénin, ça se fait au Ghana, ça se fait partout. Mais au Togo, c'est le corps médical qui est en train de menacer les enfants de ne pas développer l'application. Au niveau de l'opposition, c'est pareil. Je ne veux même pas parler parce que au Togo, quand tu dénonces l'opposition, on dit que tu es du pouvoir et que tu vas à la mangeoire. Quand tu dénonces le pouvoir, tu es obligé de fuir ton pays où tu es attaqué directement. La société civile n'est pas exempte de cette corruption de l'élite. Les institutions privées, les entreprises publiques, où les gens vont faire des nominations à vue. Les entreprises privées, où les gens vont considérer que j'ai construit mon entreprise, je décide ce que je veux dans mon entreprise. Alors que ceux qui travaillent avec toi vont t'aider à développer l'entreprise, ils ne veulent pas l'écouter. C'est la corruption de l'élite. Et je ne veux même pas parler des médias dans nos États, de cette élite de journalistes corrompus qui ne va pas à la source de l'information, ne cherche pas, ne fait pas d'enquête, mais qui ne sert que à régler des comptes dans les écuries qui gravitent autour du pouvoir. Ils ne font que ça. Parmi les Noirs, dans les pays occidentaux, qu'est-ce qu'on nous montre comme élite? On va parler plus des dealers, on va parler des criminels, on va parler des artistes et des sportifs quand ils arrivent à se distinguer de façon particulière, quand on ne s'attelle pas des fois même à dénigrer leur réussite avec les excès qu'ils peuvent avoir dans les boîtes de nuit ou dans les excès qu'ils peuvent avoir dans leur vie publique et tout ça. Et qu'est-ce qu'on laisse en Amérique, aux États-Unis ou dans les pays occidentaux? Qu'est-ce qu'on laisse aux autres qui n'ont pas de talent sportif ou de talent artistique? C'est des modèles comme des brigands,
des gangs de rue ou carrément d'aller travailler dans les entrepôts, dans les manufactures parce que l'ascenseur social ne monte pas quand ils descendent au niveau de leur ghetto. Nous devons apprendre à nous donner la possibilité à nous noirs de présenter nos propres modèles, de savoir quels sont les modèles que nous voulons mettre en avant et ne pas attendre que ce soit les médias occidentaux qui décident de qui est-ce qu'ils vont nous montrer. On le verra plus loin de comment est-ce qu'ils utilisent leurs médias, la force de leurs médias pour nous corrompre davantage. Au point E, on a fait D, on a parlé de l'élite. Parlons maintenant de la jeunesse africaine face à ses choix. On va mettre un peu de musique, non? Ou bien? Pour souffler un peu. Non, on va mettre une musique. Je vais mettre une musique. Si vous aimez la musique, mettez des likes. Les commentaires ne viennent pas au fur et à mesure sur l'écran que j'ai en face de moi. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Je vais juste finir de présenter ce que j'ai, de façon à ce que dès que après je peux répondre aux questions, aux commentaires, et puis s'il y a des gens qui regardent, s'ils veulent véritablement participer, je peux les inviter. La jeunesse africaine face à ses choix. Avant, j'étais jeune, ok? Je ne le suis plus malheureusement. Et comme tous les jeunes avant moi, en même temps que moi et après moi, nous avons connu des situations assez délicates. Tout simplement parce qu'en Afrique, rien n'est planifié pour l'avenir des citoyens. Rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun schéma et il y a zéro structure adéquate pour t'aider à choisir, à vivre et à avancer. Et je ne comprenais pas ceux qui voulaient partir du pays coûte que coûte quand j'étais jeune. Parce que moi j'y ai pensé et faute de moyens, je me suis résolu à rester sur place et à essayer de développer ce que je pouvais développer. Et puis je me suis battu comme un diable dans cet environnement difficile là. Et j'ai affronté le manque d'accès aux opportunités comme tous mes camarades. Et j'ai appris sur le tas, j'ai créé, j'ai développé, j'ai réussi, j'ai eu des échecs. En tout cas, c'est pour vous dire que être jeune en Afrique, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est absolument pas facile et puis la détresse est permanente. Le stress est flagrant et le stress est capable de vous ôter la vie quand on est jeune. Quand on est à l'âge
de penser à des opportunités, de s'ouvrir au monde, d'être capable de construire la vie qu'on veut pour nous-mêmes et pour nos enfants, de construire tous les rêves qu'on a eus quand on était enfant. On vient et puis il y a un gros mur en face de nous comme ça qui vous dit ça ne marchera pas. Et les gens sont obligés de passer à gauche et à droite. Il y en a qui veulent partir, il y en a qui réussissent à partir. Et donc, détresse permanente, stress nocif, c'est ce que vivent la plupart des jeunes en Afrique. Et je les connais, je les comprends, je suis absolument passé par là. Disons que même si aujourd'hui, je peux encore avoir des difficultés de me retrouver, de faire face à des défis existentiels, j'ai au moins l'excuse de ne plus être jeune. Et donc, je parle aujourd'hui là des jeunes qui sont encore dans cette situation-là et qui n'ont d'autre façon de déployer leur énergie que la colère. Parce que il n'y a rien de plus difficile, pesant, qui puisse te faire souffrir que de t'empêcher de t'épanouir. C'est comme si tu es en train de vouloir t'épanouir, t'ouvrir, et il y a toute la vie autour de toi qui met une pression pour toi. Tu as la force de ta jeunesse, de ton intelligence, de ta capacité à créer qui remonte, et tu as le poids de la société, et tout ça là, tu as juste envie d'exploser. C'est ça qui crée la colère chez nos jeunes. Quand j'arrive en Occident, où je crois toutes les opportunités sont là pour les jeunes, parce que je vois que les opportunités sont quand même là, on a des canevas pour permettre aux jeunes et aux enfants, parce que comme la société est très régulière ou rigoureuse, régulée, pardon, les canevas sont là pour que quand il y a une élite qui part à la retraite, il y a une autre qui le remplace et donc tous les canevas sont là. Les gens réfléchissent 10 ans, 20 ans, 50 ans en avant pour savoir qu'est-ce qu'on va faire demain, de quoi est-ce qu'on a besoin, de qui est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit former, qui est-ce qu'on doit former dans quel domaine pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Malheureusement, dans ces pays occidentaux où les opportunités existent quand même, je me suis rendu compte que les personnes racisées, essentiellement issues de l'immigration, les personnes noires, la société de façon insidieuse a déterminé un couloir. Un couloir pour eux. Un couloir pour eux. Disons que ça se comprend par l'histoire. D'abord, la plupart des Noirs sont arrivés ici en tant qu'esclaves. Je parle du continent américain. Et même d'ailleurs, quand je prends l'Europe, ça va être aussi des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont allés là-bas pour aller travailler, construire des ponts et des routes et qui sont restés et tout ça. Et donc, pour eux, c'était des ouvriers, c'était des esclaves, et puis il y a eu la ségrégation raciale. La ségrégation raciale supposait que les gens de couleur allaient vivre dans un côté distinct de là où vivent les gens normaux, c'est-à-dire les blancs. Le reste de cette ségrégation-là, en tout cas cette ségrégation, a créé, ou disons a enfermé les personnes racisées, les personnes noires dans des ghettos. Ces ghettos sont de véritables déserts sociaux parce que l'État intervient peu, l'État intervient mal, les budgets arrivent peu et les gens là-bas sont tellement en colère de ce qu'on les a enfermés dans des ghettos, de ce qu'on ne les considère pas, de ce qu'on les empêche de s'épanouir comme tout le monde alors qu'ils ont travaillé à construire le pays comme tout le monde. Eux, ils vont être très en colère et donc il va y avoir une scission entre les ghettos où ils vivent et l'action de l'État. Et après, comme ça arrange tout le monde, personne ne dit rien, surtout l'État ne dit rien. Mais ce sont ces couloirs-là qui vont empêcher le jeune noir en Occident d'évoluer. Dans ces ghettos, se sont développés des comportements de survie. Parce qu'on vous empêche de faire des choses, on vous empêche d'avoir accès à des choses, mais vous avez envie de réussir, de conduire des voitures, de faire ci, de faire ça. Et qu'est-ce que les jeunes vont avoir? Le banditisme, les gangs de rue, la prostitution, la drogue pour évacuer. Et ça va être ce qui va les miner, malheureusement. Les habitants de ces ghettos n'ont aucune perspective en dehors de survivre à chaque jour. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que, si jamais il y a un problème, quand est-ce que l'État va envoyer une équipe pour venir régler ça. Les écoles, c'est pareil. Et malheureusement, ces couloirs-là et ces ghettos-là vont exister.
Et quand ces ghettos-là existent à cause de la ségrégation, les immigrants vont venir après. Okay? Ils vont quitter l'Afrique par eux-mêmes. Ce ne sera pas par la traite négrière. Mais eux, ils vont quitter l'Afrique pour aller dire je vais aux études, je vais chercher un avenir meilleur, ou je fuis mon pays pour aller chercher un avenir meilleur dans ces pays-là. Quand ils vont arriver, c'est seulement dans les quartiers où il y a des Noirs où ils peuvent trouver des loyers abordables parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'insalubrité sera présente, mais ils auront accès qu'à ces quartiers-là, qu'à ces ghettos-là, et ils vont être confondus avec les gens qui étaient déjà discriminés sur place, puisque de toutes les façons, ils viennent aussi d'origines différentes de la race dominante, et donc eux aussi vont être enfermés là-bas, où les écoles sont de moindre qualité, les bibliothèques pareil, et ainsi de suite. Et donc, quand les immigrants vont arriver, on va les refuser dans les quartiers les plus salubres, les plus corrects. On ne voudrait pas d'eux là-bas. Et eux, ils vont finalement aboutir dans les mêmes ghettos, que les gens qui souffraient déjà de discrimination. Ça va être les quartiers précaires en France, les banlieues comme on les appelle, et puis ça va être les ghettos ici, à Montréal, on en a plein. Et puis, de toutes les façons, à chaque fois que dans un quartier, plus des gens noirs vont s'installer, le prix de l'immobilier va baisser parce que dans l'entendement global de l'économie de l'immobilier, quand il y a des noirs, c'est que le quartier ne vaut pas la peine qu'on aille vivre, qu'on investisse, et donc l'immobilier va baisser là-bas. Et donc, les ghettos vont se fermer au fur et à mesure. Disons que pour les immigrants ou les noirs, se retrouver en communauté va faire quoi? Va leur permettre de se retrouver entre eux, de se retrouver dans des environnements où ils sont un peu à l'aise. Mais malheureusement, dans ces ghettos, vont proliférer la drogue, les débits de boissons, les débits d'alcool, les gangs de rue, les armes à feu, le banditisme, les braquages et tout et n'importe quoi. Et puis, ce qui va arriver, c'est que cela va les maintenir continuellement dans une dépendance mentale et intellectuelle, et rares sont ceux qui vont s'en sortir. Que peuvent faire les plus jeunes face à ces couloirs vers ce que j'appelle l'insoutenable? En Afrique, un couloir vers la corruption et la médiocrité. En Occident, quand ils arrivent, un couloir vers le banditisme, la prostitution, la pauvreté assurée. Je vais vous dire, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, parce que j'en vois quelques-uns, vous avez une chance aujourd'hui, vous avez Internet. À l'époque, nous, on devait souffrir pour aller chercher un livre à lire. Moi, je me rappelle, je marchais de je ne sais pas où jusqu'au centre culturel français pour aller toucher un livre, louer un livre et lire. Et puis, aujourd'hui, vous avez accès à une mine d'informations où on vous donne toutes les notions, toutes les ressources sont disponibles. Alors, il faut oser sortir de vos zones de confort. Cherchez les informations qui vont vous permettre d'appréhender plus facilement, plus globalement, intégralement vos réalités pour mieux vous les approprier. Parce que c'est avec les informations-là que vous allez pouvoir grandir. Malheureusement, on ne le remarque que trop. Vous utilisez Internet à de mauvaises fins. Et la façon dont vous utilisez Internet, c'est le même canevas comme si vous étiez vivant dans des ghettos. Vous utilisez Internet pour la drogue, pour le banditisme, la corruption, pour la médiocrité et pour la prostitution. Je répète, vous utilisez Internet pour la corruption, la médiocrité, le banditisme et la prostitution. Vous n'utilisez pas Internet pour aller chercher des informations. Je ne dis pas ça de vous qui êtes là, parce que je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes venu écouter quelque chose de différent de ce que vous écoutez d'habitude. Mais si vous regardez autour de vous, je parle des jeunes en général, et partagez la vidéo pour qu'ils l'écoutent, parce que moi, je n'ai pas peur de leur dire, ils utilisent l'Internet pour la prostitution, la corruption, la médiocrité et le banditisme. Les autres jeunes,
qui n'utilisent pas Internet pour s'amuser ou faire n'importe quoi avec. Eux, ce sont malheureusement les nouveaux esclaves. On ne va plus les chercher en Afrique, Manu Militari, pour les emmener aux États-Unis pour aller travailler dans les champs. On ne va plus les chercher en Afrique pour aller faire la guerre en Europe ou pour aller construire l'Europe. Mais eux-mêmes vont partir. Ils vont quitter l'Afrique et vont aller travailler, payer des impôts et construire l'Occident. On fantasme beaucoup sur l'impact financier des transferts d'argent de la diaspora, mais on ne précise pas. On fantasme énormément là-dessus. Hein. Il y a des chiffres qui sortent chaque année. Ah, l'impact de la diaspora sur l'économie des pays africains est immense, c'est immense. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne précise pas que cet argent-là ne fait que pallier au déficit des États africains qui échouent face à la pauvreté dans leur pays. L'argent que les gens de la diaspora vont envoyer en Afrique, peu importe le montant, plus c'est important, plus c'est un aveu d'échec du fonctionnement des États africains. Parce que si les États africains étaient construits comme il faut et faisaient les choses comme il fallait, les gens de la diaspora ne vont pas devoir envoyer de l'argent pour acheter des médicaments, envoyer de l'argent pour payer les études des enfants, envoyer de l'argent pour ceci, pour acheter, payer les hôpitaux, envoyer de l'argent pour tout et pour rien. On ne précise pas que cet argent dont on fantasme ou dont on met partout en disant que la diaspora est ceci et cela, cet argent-là, il ne vient que pallier au déficit des États. Et de deux, ça ne fait qu'enrichir les entreprises et les compagnies, les banques occidentales. Western Union, RIA, MoneyGram, ils se font de l'argent sur l'impéritie des États africains et sur la responsabilité, le devoir de responsabilité des étudiants de la diaspora africaine. Voilà. L'autre fantasme qu'on a souvent de ces autres-là, qui sont les nouveaux esclaves aujourd'hui, les nouveaux esclaves de la traite négrière. L'autre fantasme, c'est que on va prendre un ou deux qui vont retourner en Afrique. Excusez-moi. Et on va envoyer des journalistes faire des reportages sur eux en disant que ils ont eu des diplômes ici et là, ils sont rentrés en Afrique, ils ont développé ceci et cela, on les appelle les repatriés et de façon plus sexy, on dit les repates. On ne précise pas que depuis les indépendances, l'élite africaine a toujours été constituée de repates, de gens repatriés, qui sont allés étudier en Occident, qui ont fait les universités de je ne sais pas où, et qui sont rentrés, se mêler à la corruption locale, ou devenir impuissants face à la jungle, à la loi de la jungle qui régnait dans les pays, mais le développement qu'on attend d'eux, on l'attend encore à cette date. Nous sommes le 6 juin 2020. Les nouveaux repates dont on nous rabat les oreilles en disant les repates sont rentrés, il est rentré, il a développé ceci et cela, etc. On va voir plus loin quand je vais parler de l'hypocrisie occidentale que ces repates-là ne sont que des poudres de perlimpinpin qu'on nous jette à l'œil. Ça vaut rien. Ça a toujours été des repates qui rentraient en Afrique pour occuper les postes. Parce que de toutes les façons, si tu as fait des formations en local dans ton pays, dans les écoles et dans les universités de ton pays, tu ne valais rien. Il fallait aller en France et revenir avec un diplôme pour être considéré dans les administrations à la fois publiques et privées. Donc le développement africain, le développement de ces repatriés-là, on l'attend depuis 1960. La jeunesse d'aujourd'hui doit se réveiller maintenant et prendre les devants de la quête 1 de l'identité africaine pour l'émancipation du continent, où finalement elle va se saborder comme toutes les autres jeunesses avant elle, toutes celles qui l'ont précédée, dont nous avons fait partie. Tant que la jeunesse ne va pas se dire il n'y a plus une information qui va me manquer, il n'y a plus une manipulation qu'on va me faire
Je vais chercher la vérité de mon histoire. Je vais chercher la vérité de mon identité. Je vais aller comprendre qui je suis. Les premières questions existentielles, c'est quoi? Qui je suis? D'où je viens? Où est-ce que je vais? Posez-vous ces 3 questions existentielles-là et cherchez les réponses, vous les trouverez. Et c'est vous la force. Parce que à chaque fois que vous allez quitter, vous serez obligé de quitter l'Afrique pour aller en Occident, c'est la traite négrière. Vous irez construire l'Occident. Vous irez construire l'Occident. Vous allez travailler soit dans des canevas ou on va vous mettre dans des couloirs. Il n'y a pas le choix. On va voir ce que fait l'Occident maintenant. L'hypocrisie de l'Occident. Quand dans les pays développés, en France ou je ne sais pas où, là, aux États-Unis, au Canada, on parle de... On a besoin de l'immigration, on a ci, on a ça, etc. Écoutez. L'immigration n'est pas un Eldorado. Moi, je pouvais en parler avant, je ne savais pas c'est quoi. Je l'ai fait. L'immigration n'est pas un Eldorado. Encore, moi, je me dis, je suis arrivé à un âge où, j'ai quand même fait une bonne partie de ma vie avant d'arriver ici. J'avais même pas le choix, sinon je serais resté dans mon pays. Mais l'immigration n'est pas un Eldorado pour les étudiants. Parce que quand ils arrivent ici, non, la vie n'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile pour eux ici. Et pourtant, les responsabilités sont là. Immigrants, c'est la nouvelle appellation d'esclaves. De plus en plus, c'est le cas. La perspective des petits boulots de merde est plus certaine que l'épanouissement qu'on escompte quand on quitte l'Occident. La perspective des petits boulots est plus prégnante, elle existe, elle est plus réelle qu'autre chose. Si pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, il y a un projet de loi controversé qui dit que le Québec a besoin d'immigrer et que normalement, ceux qui ont étudié au Québec connaissent la vie du Québec et la loi du Québec, se sont suffisamment intégrés. On leur donnera une chance pour la résidence permanente à la fin de leurs études s'ils trouvaient un emploi sur place pour qu'ils puissent participer à la société avec laquelle ils se sont déjà familiarisés en tant qu'étudiants. Maintenant, on sort une loi qui est controversée pour dire, en vérité, le Québec a besoin d'immigrants, mais on a besoin de plombiers, de menuisiers, des gens qui travaillent dans la manufacture ou des gens qui sont dans l'agriculture. Parce que c'est là que nous avons des besoins d'emploi. Si vous avez fait médecine, lettres, sciences politiques, droit et tout ça, retournez dans votre pays. Cette loi est controversée. Elle a été rejetée, retoquée une fois parce qu'il y a eu des soulèvements et tout ça. Mais honnêtement, je ne peux pas reprocher au Québec de choisir les gens dont elle a besoin. Ou dans la nation, oui, la nation québécoise a besoin. Je ne peux pas le leur reprocher. Nous devrions faire pareil dans nos pays. Par contre, nous ouvrons nos aéroports, nos grands bureaux. On paye des gens, on a le SMIC à 26 000. Mais quand on va employer des Français, on les paye comme s'ils étaient payés en France ou on les paye comme des expatriés français qu'on est allé chercher. Pourtant, ils traînaient dans des bars avec nous, on leur payait à boire. Nous, on leur payait à boire. Après, quand on va les embaucher, on va leur donner des salaires à hauteur de la France. Parce que c'est des Français. On n'a pas besoin d'eux. Voilà. Mais ici, le Québec dit, moi j'ai besoin des gens qui travaillent dans la manufacture, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ils ont besoin d'ouvriers et eux, ils vont faire une loi pour dire, on préfère avoir des ouvriers que des gens qui vont faire le droit et tout ça, mais dont on n'a pas besoin parce que nos enfants le font. Je dis, ils sont sur leur territoire. C'est vrai que ce n'est pas très juste, absolument pas juste d'ailleurs, et que ce n'est pas ce qui est dit avant que les gens n'arrivent. Mais il n'y a pas que ça. Quand on dit venez avec vos diplômes universitaires, il faut avoir vos diplômes universitaires pour venir à immigration en Europe ou je ne sais pas où. Quand vous arrivez, on vous dit ah, il faut homologuer vos diplômes. Et malheureusement, quand vous n'arrivez pas à le faire pendant ce temps, vous allez travailler dans la manufacture, vous commencez à payer des loyers, vous avez tellement de charges au quotidien qu'il n'y a pas d'épanouissement. Et vous ne pouvez même pas exercer ce pourquoi vous avez perdu 10 années, 15 années
à obtenir des diplômes dans votre pays, vous devriez reprendre à zéro ici. En France, on parle d'immigration choisie parce qu'eux, ils veulent choisir les gens qui viennent chez eux. C'est leur pays. Si on faisait pareil et qu'on leur rendait la monnaie de leur pièce, on pourrait être équilibré là-dessus. Disons que les politiques et les médias, les citoyens, vont parler avec une certaine suffisance de la chance que les immigrants ont d'avoir quitté leur pays pour participer à d'une société plus tolérante, où il y a plus de liberté d'expression de ceci et cela. Mais les couloirs sont là. Les couloirs sont tellement fermés ici et vous n'avez pas le choix que d'aller chercher à travailler dans la manufacture. Et quand nous, en Afrique, on se moque des gens qui sont balayeurs à Paris, mais qui viennent faire le show en boîte de nuit pendant les vacances à Lomé, tout ça, ou on se moque des gens qui essuient les fesses des vieux dans les hôpitaux, dans je sais pas quoi, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils arrivent là-bas et qu'au lieu de faire, devenir avocat ou de faire ce qu'ils faisaient dans leur pays avant, ou de faire des choses intéressantes, ils ont pas trouvé, mais ils n'ont pas le choix. Parce que les couloirs sont là. Les couloirs sont là, vous allez chercher de l'emploi, vous allez envoyer vos dossiers, mais quand ils vont voir votre nom, votre origine, ils vont vous poser une ou deux questions, ils ne vous prendront pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller vous aligner dans les manufactures. C'est ça qui est dommage. Les politiciens de l'Occident, point A. Ils ne savent que trop bien l'absurdité et le mépris des accords de coopération qu'on nous fait signer en Afrique. Alors qu'il y a zéro gestion ou action conjointe dans ces accords-là. C'est quand les Canadiens disent « Ah, on ne savait pas, les Noirs souffrent trop. » Ils savent trop bien que les Noirs souffrent depuis toujours. C'est pas parce qu'on a tué quelqu'un et que les gens manifestent aujourd'hui qu'on va les voir aller se mettre à genoux pour dire « Ah, on est désolé, on est ceci, on est cela ». Ou les gens vont aller même dire « Ah, nous, chez nous, c'est moins grave qu'ailleurs. Nous, il n'y a pas de racisme ici. » Ou qu'on va sortir les ministres pour aller dire qu'il n'y a pas de racisme en France ou au Québec. Et tout ça, c'est des conneries. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils connaissent très bien l'histoire de leur continent, de comment est-ce que ça a été construit. Ils connaissent très bien combien l'Europe continue d'exploiter l'Afrique. Ils savent très bien pour avoir le cacao sur leur table et la table de leurs enfants que nous sommes empêchés de cultiver le maïs pour nourrir les nôtres. Et que nous ne pouvons pas décider du prix de nos matières premières. Et le Nigeria va produire le pétrole brut sur place, l'exporter sans le transformer et va racheter le pétrole transformé, raffiné d'un autre pays. Alors que le pétrole brut, pour faire le pétrole raffiné, c'est sur le territoire nigérien. Les politiciens occidentaux le savent trop bien. Ce sont des hypocrites. Ils savent tout ce qui se fait et qui fait que on peut se permettre de se lever, de tirer sur un noir de façon totalement impunie, sans que la justice ne dise mot. Et quand on va manifester, ils vont sortir faire leur malin. Et puis après, quand ça va se tasser, le système va continuer à fonctionner de la même façon. Ce sont des hypocrites. Ils ne savent que trop bien, ces politiciens-là, occidentaux, ne savent que trop bien que au Niger ou au Mali, il y a de terrorisme parce que ce sont eux qui les ont mis en place là-bas. C'est quoi ces terroristes-là qui ne sortent la tête que là où il y a des sous-sols? Il y a des trucs dans le sous-sol qui ne servent pas à l'Afrique, mais servent exclusivement à l'Occident. Des terroristes, eux, ils sont là et puis ils sont ils prennent la carte de l'Afrique et puis là, ils sortent seulement là où il y a le diamant, l'or, là où il y a l'uranium. Ils vont sortir là où il y a du pétrole. Ils vont aller, c'est seulement là-bas qu'ils sont. On ne sait pas comment, par où, par quel moyen, par quel bateau, par quel vol, ils sont armés. Nous n'avons pas d'armurerie dans nos pays africains. Mais eux, ils vont toujours être armés avec des munitions. Ils vont faire des choses tous les jours. C'est absolument ignoble. Et donc, quand on prend Justin Trudeau, là, qui va à une manifestation et puis il met le pied à genoux pour faire je sais pas quoi et tout ça. Mon gars, là, les gens qui vont applaudir à ça, qui applaudissent à ça, que Justin Trudeau a fait ci, on fait des articles là-dessus. C'est un comédien. C'est un comédien.
Quand il va en Inde, il s'habille comme un Indien. Quand il va en Afrique, il s'habille comme un Africain. Quand il va, je ne sais pas où, il s'habille comme un Chinois. Lui, il est dans la communication politique constamment. C'est un mannequin. C'est un mannequin. Il faut le prendre et écouter ses discours. C'est d'un vide sidéral. Il répète des choses. Il offre, pendant la pandémie du coronavirus, là, il offrait de l'argent tous les jours. Là, on va donner 2 000 aux étudiants, on va donner 3 000 à tel, on va donner 5 000 à ceci. Ça, il fait juste des annonces et tout le monde applaudit, tout le monde dit ceci et cela. C'est un comédien. Emmanuel Macron, là, je ne veux même pas en parler parce que lui, je vais encore m'énerver pour rien. Donc les Occidentaux, les chefs d'État, là, c'est des voyous, des hypocrites. Les médias occidentaux. Les médias occidentaux vont s'exporter dans le monde entier. Et la plupart du temps, ils vont tous développer un segment Afrique. BBC Afrique, France, je ne sais pas quoi Afrique, CNN Afrique. Ils vont tous développer, comme par hasard, ils vont tous développer des segments Afrique pour aller faire quoi en Afrique? Ils vont exporter leur propagande nocive et leur version de l'histoire et des événements. C'est tout. Pendant l'esclavage et la colonisation, mes chers amis, ils allaient avec le fusil et la Bible. Ils allaient avec le fusil et la Bible et disaient, c'est ça l'information officielle que vous devez avoir. C'est comme ça que ça doit se passer chez vous. On est venu vous civiliser et si vous n'êtes pas d'accord, on vous tue. Aujourd'hui, ils vont avec les médias. Ils vont vous envoyer des programmes télé, des émissions télé, des informations complètement alambiquées qui vont être répétées à profusion pour vous gangréner l'esprit, pour consolider et renforcer chez vous la désaffection des Africains de leur continent, de leur tradition, de leur identité. Et ils vont, comment on appelle ça? Ils vont essayer donc de nous dessouder de notre attachement vis-à-vis du continent. C'est comme ça que les médias la font aujourd'hui. Je dénonçais il y a quelques jours le fait que depuis que George Floyd a été assassiné et que tout le monde est écœuré de la situation, on dit ça n'a pas de sens que ça continue comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces médias? Ils vont envoyer des gens pour dire ah ben de toutes les façons George Floyd il a fait la prison. George Floyd, là, on est en train de le dessiner partout sur des murs. On fait ci, on fait ça. Oui, mais quand même, il a quand même voulu payer avec un billet faux de 20 $. C'est pas un saint, le mec. Qu'est-ce que vous avez et tout ça? Mais bullshit. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent que ils s'attaquent maintenant aux 2 mandats précédents de Barack Obama. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Noirs quand il était président? Absolument rien. Et nous tous, on rentre dedans, dans la déconstruction de tous ceux qui ont été des leaders dans l'histoire des Noirs. Déjà, même, c'est même pas un Noir, le mec. C'est pas un Noir, c'est un métis. Les Blancs décident que si tu as la moitié de sang qui est blanche, tu es quand même un Noir parce que ton sang est souillé. Et ils ont pris un métis pour dire c'est le premier président noir. Ce n'est pas un président noir, profondément noir, né d'enfants noirs, de parents noirs, qui connaît la souffrance des Noirs. Même s'il a galéré Barack Obama, je ne veux pas toucher, mais c'est un symbole, en tout cas pour les Noirs, parce que, écoute, il a régné aux États-Unis avec élégance, intelligence et classe. Il a régné avec intelligence, élégance et classe. S'il est là-bas, il n'a pas gouverné tout seul. Il n'a pas eu toutes les coudées franches pour faire tout ce qu'il pouvait faire. Il n'avait que 8 ans pour gouverner. Mais aujourd'hui, à cause de tout l'engouement qu'il continue de susciter, malgré qu'il y ait l'autre poltron cochon là qui l'a remplacé, Barack Obama continue d'être le personnage préféré des gens dans le monde entier. On va s'attaquer en disant, on va nous diviser encore en disant, qu'est-ce qu'il a fait pour les Noirs pendant 8 ans? Rien. Ce sont les médias qui font ça. Quand ils ont fini de dire que George Floyd, que nous pleurons, dont nous sommes en train de souffrir à cause du fait qu'il a été assassiné par un crétin, on va dire que c'est un ancien prisonnier, il ne vaut rien. Il a fait 5 ans de prison, il a fait ci, il a fait ça, mais un violeur patenté, un détourneur de fonds publics,
un manipulateur de première espèce, un voyou de première qui a déjà fait faillite, qui est quand même assis à la Maison Blanche, ça fait rien, on ne dit rien. C'est ça qui est ça, le travail des médias. Les informations des médias donc sont répétées à longueur de journée, sont une programmation intellectuelle pour contrôler nos mentalités et nous devons nous absoudre de ce lien-là, rapidement abolir cette influence-là qu'il y a dans nos vies. Nous allons continuer à être colonisés avec ces médias qui vont nous imposer un style de vie. Ils vont nous imposer des croyances, ils vont nous imposer des modes de vie, ils vont nous imposer les excès, les vices. Ils vont vouloir continuer à nous formater, à nous phagocyter jusque dans nos territoires, alors que normalement, on dit qu'on est maintenant indépendant, on n'a pas besoin d'eux. Il faut que nous puissions construire nos propres médias. Il paraît que c'est ce que comment il s'appelle il paraît que c'est ce que Kadhafi voulait faire, mais après Kadhafi aussi, lui aussi, il avait d'autres velléités parce que, tu sais, Kadhafi, les Arabes, c'est pas nos amis, il faut dire la vérité. Les Russes, ce n'est pas nos amis. Les Chinois, ce ne sont pas nos amis. Ils veulent faire exactement ce que les Blancs ont fait pour l'Afrique. Il faut faire attention. Il y a 40% des richesses mondiales qui y a en Afrique. C'est la convoitise de tout le monde. Donc les gens qui font Russie-Afrique, Chine-Afrique, ou je ne sais pas quoi Afrique, qui pensent que c'est un autre bourreau qui va venir nous occuper la place d'un autre bourreau pour nous sauver des mains de l'autre. C'est des conneries. S'il faut faire des sommets Afrique pour l'Afrique et décider avec l'Afrique de qu'est-ce qu'on fait de l'Afrique. Bref. La population occidentale maintenant, je vais parler un peu de l'hypocrisie de la population occidentale quand même qui va dire « Ah ouais, c'est vrai, les Noirs souffrent, c'est dommage, etc. » Pour eux, l'Afrique est pauvre. Pour les Blancs, là, en Occident, partout dans le monde, l'Afrique est un continent pauvre. Demandez-leur, posez la question, pourquoi l'Afrique est pauvre? Ils ne diront jamais l'Afrique est pauvre parce que nos États vont la piller pour notre bien-être. Ils ne vous le diront jamais. Combien de Français s'émeuvent pour le franc CFA? Ou s'émeuvent pour la situation du Niger? Ou ils acceptent de considérer que s'ils ont l'électricité, ce n'est pas parce qu'on pille le Niger et qu'on enlève l'uranium en Niger que les terroristes peuvent tuer les parents des gens, les enfants, faire n'importe quoi pour pouvoir assurer la présence et le contrôle de l'armée française des gisements d'uranium. Mais ils vont dire non, c'est EDF qui donne l'uranium. Comment? À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité. Si vous insistez de leur demander pourquoi pensez-vous que l'Afrique est pauvre, ils ne diront pas que c'est parce que leurs États sont responsables de la pauvreté de l'Afrique. Ils vous diront que ouais, ben c'est parce qu'il y a un déficit de démocratie, ils ne sont pas assez démocratiques là-bas, ils font trop de guerres et tout ça. Est-ce qu'ils savent la part de responsabilité de leurs États dans les guerres et dans le défaut de démocratie des pays africains? Quand Emmanuel Macron disait qu'en Afrique, il n'y a que des États qui ont fait faillite, si les États sont en faillite totale, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à la France. De toutes les façons, ils vont dire que la colonisation nous a apporté quelque chose. Regardez, on parle français, et moi je vous parle français aujourd'hui, j'écris en français, oui, mais j'aurais pu bien m'en sortir sans le français. Les gens qui n'ont pas parlé français, vous pensez qu'eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas fait des trucs. Si aujourd'hui ça me permet de parler avec d'autres personnes avec qui je ne partage pas le même langage, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais après, quoi de plus que ça m'a apporté? Hein? Alors, pourquoi les Noirs des grandes villes sont pauvres? Posez la question à vos amis occidentaux autour de vous. Pourquoi les Noirs sont souvent pauvres dans des ghettos? Pourquoi est-ce qu'il y a des quartiers où il y a plein de Noirs et que c'est vraiment l'insalubrité, que c'est cela et tout ça? Ben, vous leur poserez la question pourquoi c'est comme ça. Ils vont dire, ah ben là-bas c'est des gangsters, ils sont pas sérieux, c'est des paresseux, ils vont pas à l'école, c'est des voyous, c'est des criminels, ils distribuent la drogue. C'est des paresseux. Posez-leur la question de savoir si ce conditionnement dans la pauvreté n'est pas structurel à leurs états. Les déserts sociaux ou des endroits spécifiques parce que les Noirs se sont rassemblés là-bas vont bénéficier de moins de moyens que d'autres
parce qu'ils ne vont pas aller mettre les moyens. On ne va pas offrir les opportunités, les mêmes opportunités à tout le monde, alors que eux tous, ils sont là à payer les mêmes impôts, les mêmes taxes et tout ça sans aucune distinction. Vis-à-vis de la taxe et de l'imposition, on est tous égaux. Mais vis-à-vis des opportunités, non, attention, il y a les Français de souche, il y a les Québécois de souche, les Canadiens de souche, et ceux qui sont issus de l'immigration. Il y a les Américains, les vrais Américains, et il y a les Noirs américains. Tout ça, c'est différent, parce que là, attention, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on fasse les choses comme il faut, parce qu'eux, ils doivent toujours être en deçà de ce qui doit être fait. Vous voyez, dans quoi est-ce que nous sommes? Ces Occidentaux-là, la population occidentale, à la suite de leurs médias, qui sont les nouveaux outils de la colonisation permanente de l'Afrique, à la suite de leurs hommes politiques qui vont être des espèces d'hypocrites, qui vont faire comme s'ils ne voient pas ce qui se passe en Afrique, de comment est-ce que l'Afrique est continuellement exploitée pour leurs propres besoins, vont dire, tant qu'à faire, ils vont envoyer de l'armée pour apporter la paix et la démocratie en Afrique. Ces gens-là vont oublier qu'ils sont responsables de ce qui se passe. Disons que, bien évidemment, quand on va commencer à leur dire, voilà ce qui se passe. Regardez, par rapport au franc CFA, on n'est pas capable de faire ci, on n'est pas capable de créer ça, on n'est pas capable de ça. Chaque fois qu'on veut le faire, on va assassiner nos chefs d'État, on ne peut pas vivre. Nos présidents sont complices, nos gouvernants sont complices et sont dans la démarche même pour pérenniser cette situation. Et nous, on n'est pas capable de faire, vous exagérez, vous vous plaignez tout le temps, vous n'êtes jamais d'accord de rien, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas envie de se plaindre. On a envie d'être autonome, on a envie de faire nos choses. On a envie de faire nos choix, d'échouer s'il le faut. On a envie de développer nos modèles de société. On veut savoir ce qu'on veut construire dans nos sociétés. Et personne n'est venu vous dire, faites comme ça. Vous avez fait des assemblées, vous avez discuté, vous avez choisi une constitution. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend une constitution d'un pays et on enlève le nom du pays et on met le nom de notre pays et on multiplie ça partout. On multiplie ça partout. Tu prends la constitution ivoirienne, togolaise, béninoise, burkinabé, c'est exactement le même schéma. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas capable de réfléchir à dire comment est-ce qu'on veut gérer notre société. Après, quand on en parle, des Éric Zemmour et des salopards dans les médias vont venir dire que c'est des complotistes, ils pensent que tout est ceci et cela. C'est comme ça que ça doit être, parce que c'est ça l'équilibre qui garantit leurs privilèges. Mais nous, on continue d'en souffrir. Et donc, c'est sympathique de manifester avec les Noirs quand les Noirs sont en colère et qui décident de manifester leur colère. C'est très sympathique, je sais. Mais demandez à vos États d'arrêter de piller l'Afrique. Exigez de vos gouvernants d'arrêter de payer le cacao au prix qu'ils veulent. De laisser la Côte d'Ivoire, le Ghana décider du prix du cacao en fonction de comment est-ce qu'il est produit, le cacao. Il faut arrêter d'aller demander. Ne venez pas faire des manifestations avec les Noirs pour dire Black Lives Matter ou Black je sais pas quoi, ou no Justice, No Peace. On est d'accord, c'est sympathique. Mais puisque nous, on est déjà dans les mêmes sociétés que vous, mais qu'on est discriminé et qu'on n'a pas vos chapitres, vous qui avez vos chapitres, exigez de vos États d'établir la justice dans les rapports avec l'Afrique. On demande aux pays africains de faire des accords de partenariat économique, de libre-échange, qui suppose que l'Afrique, tout ce que l'Afrique va exporter vers l'Europe, ça va être sans les droits de douane. Et tout ce que l'Europe va exporter vers l'Afrique, pareil, sans les droits de douane. Sauf que l'Afrique va exporter quoi? Ses ressources, ses matières premières. Il n'en tire aucun bénéfice parce que ce n'est pas l'Afrique qui fixe les prix. Et l'Europe va faire transformer ces matières premières-là et va venir les injecter sur un marché. C'est juste un débouché pour les entreprises occidentales. Ce n'est pas un accord de partenariat économique. Quand ça a été dénoncé, les présidents sont allés signer ça en douce, sans qu'on n'en parle plus, parce que des intellectuels se sont levés pour dire ça ne marche pas, ces APE-là. On n'en a plus parlé, dans les médias, mais ça a été quand même signé. Bref. Les opposants en Occident vont dire du bout des lèvres que oui, c'est vrai, l'Afrique est exploitée, c'est pas de ci, c'est ça. Quand ils vont accéder au pouvoir, oh oui, après on verra réalisme politique, machin, chose, etc. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Écoutez, la liberté des peuples occidentaux à avoir du chocolat sur les tables
avoir le pétrole moins cher, avoir l'électricité à base d'uranium alors qu'il n'y a pas d'uranium dans leur pays. C'est important pour les peuples occidentaux, même si les peuples africains en souffrent. C'est God bless America, mais America peut blesser l'économie africaine, c'est pas grave. Liberté, égalité, fraternité pour la France, mais la France va autoriser les liberticides, les inégalités et puis, comment on appelle ça, les fratricides, c'est Compaoré et puis Sankara, les fratricides en Afrique, c'est ça. La fraternité pour eux, les fratricides pour nous, l'égalité pour eux, les inégalités pour nous, la liberté pour les Français, le liberticide pour nous, alors que ça n'a pas de sens, ça ne marche pas comme ça. Pour finir, je vais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui avec George Floyd dépasse véritablement, la situation dépasse. 2020 est en train de nous enseigner quelque chose. La crise sanitaire et les constats de la faillite de beaucoup de systèmes de santé pour faire face à des virus comme ça. Pardon. La vulnérabilité des États par rapport à une pandémie comme ça où on a été obligé de tous nous enfermer pendant longtemps. Les sources même du virus qui ne sont pas sans rappeler Ebola et le VIH. On ne sait pas si ça a été créé en laboratoire ou pas. Mais si on en parle, c'est qu'on est des théoristes du complot. Et puis le pire, c'est la surprise collective des Occidentaux par rapport à l'hécatombe qu'ils pensaient qu'il va avoir en Afrique, mais qui n'a pas eu lieu. Et donc, eux, ils étaient complètement choqués. Comment ça se passe que c'est comme ça en Afrique, etc. Et tout. Bref, le mépris aussi qu'ils ont affiché par rapport aux remèdes malgaches. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer, mes chers amis. 2020 est en train de nous enseigner quelque chose. La crise économique prochaine qui arrive, parce que ne vous leurrez pas, il va y avoir une crise économique qui va être dense. Vous allez voir que les réponses que les pays développés ont données par rapport à la crise n'est pas du même niveau que les réponses que les pays africains ont données à leur population. Les accompagnements des entreprises, on n'en a pas entendu parler. Et puis, au lieu de faire des confinements parce qu'ils étaient capables de gérer l'économie, de sortir des réserves de guerre pour gérer l'économie, payer des salaires pendant que les gens se protègent de la maladie, non, on les a laissés sortir, aller se contaminer, mourir s'il le faut. Mais en attendant, ces couvre-feux ne sortent pas. Il n'y a pas de manifestation politique pour dénoncer ce que le pouvoir fait de mal. Et c'est ça qui a été la réponse, malheureusement. Les débuts hésitants aujourd'hui du déconfinement. Le déconfinement, on a commencé à parler de déconfinement dans certains pays en France et même ici au Québec. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne parle pas de la société que nous allons construire demain ou dans laquelle nous allons vivre demain. Une société où pendant presque 3 mois, tout a changé. Les réunions sont devenues virtuelles. Aujourd'hui, nous sommes astreints à la distanciation physique. J'aime pas beaucoup le terme distanciation sociale parce que je suis parce que nous sommes. Sans interaction avec mon prochain, avec mes semblables, je ne suis pas. C'est comme ça que moi je conçois la chose et c'est une philosophie africaine. Mais malheureusement, aujourd'hui, la pandémie nous oblige à nous distinguer des gens, à nous distancier des gens, à éviter de faire certaines choses, de se rassembler même. La culture, l'art, les sorties ont été complètement assassinées par rapport à cette pandémie. Et on ne sait pas dans quel monde nous allons évoluer. On ne nous dit rien. On commence à faire un déconfinement, mais on n'a pas de remède. Et puis c'est complètement flou, on n'en parle pas. Ce que je veux dire, c'est que les manifestations planétaires aussi qui vont s'ajouter à toute cette crise depuis tout ce qui s'est passé en Australie, même j'en parlais pas, mais toute cette crise sanitaire qui va déboucher bientôt à une crise économique, à laquelle maintenant vient s'ajouter les manifestations pour plus de justice pour les Noirs. Ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on se dise qu'il est temps que quelque chose puisse mûrir. Et cette chose qui doit mûrir maintenant, c'est essentiellement un réveil de l'Afrique et un réveil de la race noire. Ce n'est pas un réveil contre quelqu'un. Ce n'est pas un réveil contre l'Occident ou quoi que ce soit. C'est un réveil pour nous-mêmes, un réveil pour nos enfants, pour les générations prochaines. Et il faut absolument qu'on arrive à agir
ensemble, qu'on arrive à rassembler nos forces, à nous sensibiliser partout où nous sommes, à ce retour impératif à nos ressources, à notre identité, parce que c'est ça qui nous déterminera, c'est ça qui va créer la force, l'énergie, l'égrégore qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et puis, ce n'est pas en manifestant, en pillant les magasins ou en détruisant qu'on est plus honorable ou qu'on exprime plus notre colère. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de nous renforcer nous-mêmes pour exister, refuser ce qui ne nous appartient pas et qui nous maintient dans l'esclavagisme. Et ça, Trump l'a démontré aisément. Trump l'a démontré aisément qu'il y a une laisse avec les Noirs et il a brandi la laisse. C'était devant une église. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Donc, il faut qu'on travaille à nous épauler. Il faut qu'on travaille à développer avec les mêmes schémas que eux ils nous ont astreints. Il faut qu'on arrive à se dire, écoutez, maintenant nous, on va aussi s'autodéterminer, on va se battre. Toutes les informations sur comment les peuples se sont autodéterminés dans l'histoire sont là, ça ne change pas. C'est quand des gens se lèvent, qu'ils sont ensemble, qu'ils sont forts, qu'ils se soudent, qu'ils s'épaulent, qu'ils sont rassemblés et pas divisés, qui réussissent à faire quelque chose. Voilà pour aujourd'hui. Peut-être que je suis en train de rêver, mais il m'a fait plaisir de vous partager ces recherches, ces écrits que j'ai pu essayer de, enfin tout ce que j'ai pu essayer d'accumuler pour parler de ce bal des hypocrites là, qu'on connaît que trop bien et qu'on vit au quotidien. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez aimé le live d'aujourd'hui. Je vous remercie. On a fait 1h47 minutes. Je vais lire les commentaires et répondre. Et puis, j'ai joué à une musique là. Alors. Oh. Il y a eu des commentaires, hein? Oh! Merci à vous. Je vais lire les commentaires après et je vais répondre tranquillement. Merci. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Je vais continuer à partager. Je vais les lire après et répondre. N'hésitez pas à donner les sujets et puis je vais essayer de travailler là-dessus. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les commentaires, pour la participation et l'implication. Merci beaucoup à vous. Fifia Obrombe Olajo Mubado